L'homme est élégant, il se tient, droit, à l'extrémité d'un ponton recouvert d'un tapis rouge façon Festival de Cannes. Un bateau de luxe accoste, un autre homme en sort, costume noir également pour lui. Le premier est présentateur de télé, le second, Marc, est candidat à une nouvelle saison de la télé-réalité La Flamme. Les deux hommes se saluent. Dans quelques instants, 13 femmes viendront à la rencontre de Marc, 13 célibataires, toutes âgées de 28 ans, ou presque. La femme de ma vie, pour moi, la femme de ma vie, elle doit être belle. Le Qu'elle soit physique. belle. Oh, la belle. Mais en attendant, Marc découvre la villa dans laquelle il va vivre avec ses prétendantes, une maison de rêve, la maison de ses rêves, mais la télé-réalité n'est pas un rêve. Non, c'est pas vrai. Oh, Si, vous m'offrez la maison? pour le temps de l'aventure, absolument. C'est pas vrai. Attendez, Marc, Ça sera ma première maison. non, Marc, vous avez bien compris qu'on ne vous offrait pas véritablement la maison. On ne vous offre pas véritablement la maison. Pourquoi? Parce qu'aucune émission n'offre de maison avant même le début du jeu. Si. Lesquelles? Il y a un programme, moi, que je regarde très souvent, qui s'appelle « On vous offre une maison dès que vous arrivez D'accord. C'est sur quelle chaîne? » Sur toutes les chaînes. Toutes les chaînes. D'accord. Marc, dans quelques instants, les 13 candidates Pardon. vont... oubliez cette histoire de maison. Bienvenue dans Sérieland, gros plan sur la série La Flamme, une parodie du Bachelor, et un thème, comment les séries évoquent et se moquent de la télévision. Sérieland, c'est le podcast qui vous raconte les séries par celles et ceux qui les aiment et les font. Je m'appelle Eva, je suis une enfant de la télé, née dans les années 70. J'ai grandi avec une petite lucarne devant moi, me nourrissant des programmes pour enfants, des premières séries, des films de Louis de Funès, de Monsieur Cinéma. Les débats de Ciel Montmardi, Nulle part ailleurs ou Foufou ont pris le relais. Et puis en 2001, alors que ma vie professionnelle a débuté depuis quelques années, je reste stupéfaite devant un nouveau format. M6 a osé. Big Brother, dont j'avais vaguement entendu parler, s'impose dans ma télé. Love Story débarque, et avec une déferlante de réactions, outrées pour la plupart. Triomphe du voyeurisme, tyrannie de l'insignifiance, espace totalitaire, Kajara, télévision poubelle. Une poubelle en mode recyclage, puisque quelques mois plus tard, d'autres chaînes, à commencer par TF1, emboîtent le pas et multiplient les formats de télé-réalité. Avec mon équipe de Sérivore, Clémence, Patrick, notre voix, et Bertrand Chameroy, qui nous rejoindra à la fin de cet épisode, on a replongé dans cette télé des années 2000 et surtout dans les séries qui se sont emparées des codes de la télé-réalité pour les critiquer ou les moquer surtout. Avec quelques questions en tête. Peut-on tenir un discours critique sur la télévision dans une série? Comment l'objet télé s'est incrusté dans les fictions? Et est-ce que l'apparition de la télé-réalité a modifié l'écriture des contenus audiovisuels? Pour prendre un peu de recul sur cette évolution et regarder autrement la série La Flamme, réalisée par Jonathan Cohen, avec Jonathan Cohen et diffusée sur Canal+, j'ai convié Marie-France Chamba-Houillon. Sémiologue de l'audiovisuel et spécialiste des médias, elle enseigne à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Elle a notamment analysé la circulation des discours médiatiques, l'humour et le comique, ainsi que l'histoire des programmes de la télévision française. Sérieland, épisode 9. Pour débuter, et avant de décrypter les séries parlant de télévision, je voulais avoir son avis sur la série La Flamme, parodie donc de l'émission Le Bachelor. Je l'ai trouvée déjà très originale, parce que c'est vrai que des séries qui regardent, qui prennent pour thématique le monde de la télévision, c'est assez rare. Le cinéma s'en est déjà emparé. Mais là, elle est d'autant plus originale, car c'est pas juste un retour sur le monde de la télévision, le monde des médias, mais c'est justement jouer de cette frontière où finalement un épisode de la série est l'équivalent d'un épisode de télé-réalité. Et ça, c'est très intéressant. C'est cette première construction qui vous a intéressé Oui. en la regardant. La Flamme, c'est donc une parodie d'une émission de télé, Le Bachelor, qui a été présentée par Stéphane Rothenberg et qui a été diffusée pour la première fois sur M6 en 2003. Je vous propose un tout petit extrait pour comprendre l'ambiance de cette émission. C'était la 3e saison. C'est le bateau jaune. Franchement, tu me saoules. Je suis quoi? Tu vas parler, moi je restais comme ça. Mais tu sais pas, alors va prendre un kayak avec moi, je prends toute seule. Il y a un bateau que je vois plus.
Non. Alors, ce que je voulais vous faire entendre, c'était cette ambiance très bavarde, qui est très révélatrice de ce format d'émission de télé-réalité, le Bachelor, avec cette petite musique qu'on entend régulièrement et qu'on entend dans La Flamme, puisqu'ils ont joué aussi de ces codes-là. Et d'ailleurs, comme les autres formats de télé-réalité, l'émission a souvent été parodiée par les humoristes. Mais il y a un cap qui est franchi en 2012 avec Burning Love, une série produite par Ben Stiller. La série en 3 saisons parodie donc le Bachelor. This season on Burning Love. Mark Orlando is used to feeling the heat of fire, but now he's looking for someone to ignite the flames of love. Et c'est cette parodie américaine qui se décline donc en version française avec La Flamme, réalisée et interprétée par Jonathan Cohen, Vincent De Dienne devenant le Stéphane Rothenberg. Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour à toutes. J'espère que vous avez bien dormi. Attendez, gardez, s'il vous plaît, gardez un tout petit peu d'énergie. Vous allez en avoir sacrément besoin aujourd'hui, parce qu'exceptionnellement, ça n'est pas Marc qui choisira qui partira en rendez-vous avec lui, mais c'est le sport. Yes. C'est pas moi qui choisis? Non, c'est pas vous. Bah, c'est nul. Non, c'est pas nul, Marc, c'est le jeu. Le jeu est nul. Bon, vous voulez quitter l'aventure? Le jeu est super. Bon. Mesdemoiselles, aujourd'hui, vous allez avoir la chance de participer aux toutes premières Olympiades aquatiques de La Flamme. Marie-France Chambahouillon, les téléréalités reposent sur des caricatures. Mais peut-on faire la caricature de la caricature dans une série ? Ah, c'est une très bonne question, effectivement. Ça pose la densité critique de la série. Alors, il y a plusieurs ressorts qui sont mis en avant. Il y a le fait qu'on va nous présenter le monde de la télévision, mais du point de vue des candidats. C'est ça qui est intéressant, c'est que du point de vue des candidats, ça permet dès lors, justement, de jouer sur les archétypes qu'on a l'habitude de voir dans les divertissements. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va jouer avec les codes du langage audiovisuel qui structure les émissions de divertissement et de télé-réalité. Moi, j'ai été frappée dans la série de voir finalement que revenait de façon récurrente, vous savez, le fameux insert avec le titre du programme qui venait mimer la coupure publicitaire. Donc il n'y a pas simplement une imitation parodique de l'émission, mais une imitation aussi des conditions de diffusion de l'émission. Et ça, c'est très fort au niveau conception de la fiction. Et est-ce que cette série, finalement, pose aussi un regard sur nous et sur notre société? Oui, bien sûr, mais alors ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que le divertissement et la télé-réalité de façon plus générale, comme vous l'avez rappelé à votre début, c'est décrié, c'est un genre mineur, ça a même fait la une du monde, voilà, on pense à Love Story en tant que phénomène de société. Donc ça veut dire c'est à la fois décrié, mais c'est à la fois regardé. Donc c'est un élément très important et très structurant de la culture médiatique actuelle. Donc faire une parodie sur quelque chose qui est connu, c'est finalement fédérer tous les publics qui aiment justement ces formats et les publics qui sont un peu plus critiques à l'égard de ces formats. Alors justement, ces parodies, elles s'amusent réellement des codes de la télé-réalité. Mais est-ce qu'il n'y a pas parfois, selon vous, un regard un peu méprisant de la part d'une élite intellectuelle à l'égard de ces programmes ? Alors c'est toute l'ambiguïté de la parodie en général. Notamment ici, on peut aussi se poser la question, ce qui est davantage détourné et parodié, moqué en quelque sorte dans la série, c'est plutôt les candidats que les producteurs, que les acteurs professionnels du format. Donc là, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est interrogé. C'est peut-être l'une des limites du rire, ici. Parce que la série est très drôle. On voit effectivement que chacun peut déployer son type d'humour. D'ailleurs, s'il y a des humoristes, il y a des comédiennes. Enfin, donc, c'est très, très avenant, très, très léger. Et ça permet justement de déployer des types d'humour différents. Mais le fait, effectivement, la question qui se pose quand on fait une parodie, c'est finalement de qui se moque-t-on. Donc, Exactement. Mais alors, la transition est toute trouvée parce qu'il y a une autre série américaine qui a choisi aussi le Bachelor comme décor, mais alors avec un regard beaucoup plus critique sur la télévision, puisque les candidates maltraitées apparaissent, une productrice qui se fiche totalement des antécédents psychiatriques, il y a de l'alcool, beaucoup d'alcool, et surtout du mépris au nom du profit, et ça s'appelle Unreal. Are you feeling nervous? I wouldn't say so, no. Excited then? Absolutely. Good. I'm ready. Well, that's good. Because here they come. Unreal, c'est 4 saisons, 38 épisodes et un regard plus satirique, je dirais, que parodique sur la télé-réalité. C'est ce que vous disiez, Marie-France Chambahouillon, c'est-à-dire qu'on se met là plutôt du point de vue de la production
Tout à fait. Ce qui va être critiqué dans cette série, c'est le caractère impitoyable des médias, en quelque sorte, et du fait que les médias sont aussi des industries culturelles. Mais ce qui est intéressant dans Unreal, c'est finalement son auteur, me semble-t-il, vient de la télé-réalité. Elle a été productrice du format Bachelor américain. Ce qui ne me semble pas être le cas des auteurs de La Flamme, sauf erreur de ma part. Donc, c'est vrai que là, on est dans une critique qui est du côté, on va critiquer, on va charger effectivement les professionnels des médias en tant qu'ils sont le symptôme d'un certain état de la société, alors que dans La Flamme, ce qui est finalement le support de notre rire de téléspectateurs, c'est la candeur, la naïveté, voire même on peut dire un peu la stupidité des candidats qui participent à la télé-réalité. Et d'ailleurs, le plus stupide de tous les personnages, c'est quand même celui qui joue le Bachelor, interprété par Jonathan Cohen. Donc il y a un peu aussi un côté féministe, quelque part, des prétendantes qui sont plus intelligentes que le candidat au départ. Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la série, il y a un moment donné, il y a une autocritique de la série, enfin, je dirais même une double autocritique, qui est portée par une des comédiennes, qui dit que l'émission est malfaisante à un moment donné, lorsqu'ils sont à l'hôpital. Oui. Et donc, ça, c'est intéressant, justement, parce qu'on voit qu'il y a une distance critique qui s'opère de la part, effectivement, des personnages de candidates qui sont, au premier abord, caricaturés de façon très, très emphatique, et finalement qui ne sont pas si dupes que ça, alors qu'à la fin, et comme vous l'avez dit, c'est bien le personnage qui est joué par Jonathan Cohen qui est complètement leurré, dupe des trames ludiques qui se jouent en tout cas dans le jeu. Vous parliez de cinéma au début de notre conversation, et c'est vrai qu'en 1983, Yves Boisset, déjà dans Le Prix du danger, évoquait les dérives possibles des émissions de télé. Alors François, comment ça va? Ça va. Le trac, un peu d'appréhension? En forme? Imbattable. C'est beau. L'ambition. Quand je le regarde, je me revois à son âge. Mais avant toute chose, François, vous allez sportivement serrer la main de vos adversaires. Marie-France Champbauillon, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, moi qui m'a marqué parce que j'étais enfant et j'aimais tellement la télévision que de critiquer la télévision me paraissait improbable. Mais donc on voit Gérard Lanvin se faire poursuivre par des hommes armés. Et donc le but du jeu, c'est d'arriver en vie à la fin de cette aventure. Est-ce que vous pensez qu'on a oublié ces critiques qu'avait pu faire Yves Boisset et qu'on a ensuite entendu en 2001 au moment de la télé-réalité? Ou est-ce qu'on ne voit plus du tout les dérives possibles à de tels formats? Vous qui avez un regard acéré sur tous ces formats qu'on a vu se développer depuis quelques années. Non, je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant quand on travaille sur les médias, et notamment sur la télévision, les médias audiovisuels en général, c'est que finalement, ils catalysent les différentes opinions de la société. Il n'y a pas qu'une seule opinion, il n'y a pas qu'un seul parti pris où on serait contre les médias, contre la télévision. Déjà, ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est que la télévision n'existe pas. La télévision, c'est un média avec des genres complètement différents. Donc, une charge contre la télévision, c'est une aporie finalement. C'est un manque d'honnêteté intellectuelle. Après, qu'on puisse se dire que certains formats, tels que la télé-réalité, puissent être questionnables, critiquables, en raison effectivement des valeurs qu'ils véhiculent, ça c'est un fait. On peut se poser la question. Donc je pense qu'il ne faut jamais avoir une critique en bloc ou une critique monolithique. Il faut toujours se voir finalement quel est le genre qui est en jeu, quel type de contenu qui est en jeu dans le média télévision. Un discours qu'on a eu aussi sur les séries. Beaucoup, pendant longtemps, on pensait que c'était un art mineur, et aujourd'hui on voit quand même que les séries s'érigent en un art, je dirais pas majeur, je dirais pas jusque-là, mais c'est quand même un objet culturel au même titre que le cinéma ou le théâtre. Oui, mais alors avec ce qui se joue dans les séries, c'est quand même différent de ce qui se joue dans les divertissements, parce que la série, c'est une œuvre. Oui. Il y a un début, un milieu, une fin, c'est la définition minimale d'Aristote. Et donc du coup, c'est un programme de stock. Ça peut être diffusé sur différents médias. Alors que précisément la télé-réalité, ce sont des programmes de flux. Donc ça s'inscrit dans une programmation, même si on peut consommer de façon délinéaire les programmes. Donc il n'y a pas le rapport à l'œuvre dans le divertissement. C'est ce qui fait que c'est un genre mineur, c'est un genre méprisé. Rire, c'est jamais bien vu dans la hiérarchie des genres. Alors que les séries, effectivement, tirent leur épingle du jeu du fait qu'elles racontent des histoires. Alors avant de poursuivre notre discussion, Marie-France Champbauillon, le moment est venu de regarder comment les codes de la télé-réalité se sont incrustés dans les séries, qui pourtant ne parlent pas de télé-réalité. Notre sérivore Clémence Olivier a mené l'enquête.
Télé-réalité, bachelor, divertissement. Croyez-le ou non, mais ces thèmes m'ont fait penser à une série comique diffusée à partir de 2016 sur Netflix. Cette série, c'est The Good Place. The Good Place, c'est l'histoire d'Eleanor Shellstrop. La jeune femme est morte dans un stupide accident de caddie et elle a été envoyée dans un quartier du bon endroit, The Good Place, un genre de paradis pour les personnes exceptionnellement vertueuses. Sauf que clairement, il y a eu erreur sur la destination. Eleanor n'est pas vraiment une sainte. Elle aurait dû atterrir illico au mauvais endroit. Et elle va tout faire pour éviter que l'ange architecte du quartier et les autres habitants ne le découvrent. Ça, c'est le point de départ. Mais si je vous en parle, c'est parce qu'elle s'approprie à sa façon les codes de la télé-réalité. Alors, bienvenue à tous dans le bonheur éternel. Bienvenue à tous au bon endroit. Sponsorisé par les loutres qui dorment en se tenant la main. Vous savez ce qu'on ressent quand on voit la photo de deux loutres à côte ? C'est ce que vous allez ressentir aussi, tous les jours. Il suffit de regarder le décor. Dans The Good Place, les heureux élus sont envoyés dans un quartier en carton-pâte hyper coloré. Les arbustes y sont parfaitement taillés, les maisons aseptisées. On se croirait dans une maison du bachelor, le loft, ou la fameuse villa de Secret Story, dont les murs en contreplaqué et les miroirs sans teint dissimulent caméras et équipes techniques. Comme dans ces émissions, on propose aux habitants du quartier des activités pour apprendre à se connaître et dépasser leurs limites. Sauf que dans la série, ce ne sont pas des balades à cheval, des chorégraphies dénudées ou des spas romantiques au programme. Orientation, deuxième journée. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par quelque chose que tout le monde a toujours rêvé de faire. Voler. Vous êtes morts, mais il serait temps de profiter de la vie, ok ? Dans The Good Place, on n'a pas Claude de Koh-Lanta ou Nabila des Anges, etc. Mais le casting est aux petits oignons. C'est la base d'une bonne télé-réalité. Et avec Eleanor, la nana futée et égocentrée, Tahani, la bimbo mondaine, Shidi, l'intello coincé et même Jason, le débile de la bande, nous ne sommes pas déçus. D'ailleurs, ils ont été recrutés comme dans un jeu télé. Pendant votre passage sur Terre, toutes les personnes comme vous ont reçu des points positifs ou des points négatifs. Tout dépend du bon ou du mauvais impact que chaque action a eu sur l'univers. Chaque sandwich que vous avez mangé, chaque magazine que vous avez acheté, la moindre petite chose que vous avez faite a eu un effet qui s'est développé au fil du temps. Et cela a généré un quota de bonnes ou de mauvaises choses. Quand votre temps sur Terre est terminé, nous faisons un calcul de la valeur totale de votre vie en utilisant un système de mesure très précis. Seules les personnes avec un score très élevé, pour ainsi dire la crème de la crème, peuvent venir ici au bon endroit. Mais qu'advient-il des autres, allez-vous me demander ? Ce concept de recrutement à points, Michael Schur, le créateur de The Good Place, l'a imaginé alors qu'il commandait un café au Starbucks du coin. Il avait attendu que la serveuse le regarde pour laisser tomber nonchalamment quelques centimes dans le gobelet à pourboire. En d'autres termes, il a voulu se faire mousser. Quand il le réalise, il se sent un peu honteux. Et c'est là qu'il imagine le système de notation, le point de départ de sa série. The Good Place a tout de la bonne télé-réalité. Il n'est pas question de calme, de luxe et d'amitié. Le buzz, les cris, les larmes, c'est meilleur pour les audiences. Dans Le Bachelor, les Marseillais, les ch'tis à Miami, ce sont souvent les producteurs qui créent les tensions. Ils trouvent des stratagèmes pour pousser les candidats à se crêper le chignon ou à s'allier face aux autres. Et ce n'est pas totalement vous spoiler que de vous dire que Michael, l'architecte du quartier de The Good Place, l'équivalent du producteur, a lui aussi tout intérêt à ce que ça arrive. Écoutez, je suis très touché que vous essayiez de me remonter le moral, mais comprenez-moi, c'était le premier projet, le premier quartier que je concevais. C'était l'occasion pour moi de faire mes preuves et j'ai tout saccagé. Ces codes de la télé-réalité, c'est peut-être ce qui a inconsciemment séduit, durant 4 saisons, un public biberonné à Secret Story et aux autres îles de la tentation. Nous autres voyeurs, nous aimons voir les gens repousser leurs limites, manigancer des stratégies pour mieux s'en sortir. Mais, cerise sur le yaourt glacé, dans The Good Place, les personnages nous font également rire et même philosopher. C'était Clémence Olivier, agent coulisses de Seriland. La référence au yaourt glacé, vous la comprendrez si vous regardez évidemment The Good Place sur Netflix. Marie-France Chabon-Houillon, est-ce que vous pensez que l'avènement de la télé-réalité
a changé l'écriture des autres formats audiovisuels? Oui, bien sûr, il y a une contamination, ça c'est certain, parce que la première raison, c'est la déflagration. Ça a été dans le paysage médiatique, donc en bien ou plutôt en mal, parce que ça a suscité des critiques. Donc ça n'a pu effectivement que contaminer les autres genres et la fiction. Alors moi, j'y vois surtout une montée en puissance du regard à la caméra, qui est un des traits qui me paraît important. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une histoire du regard à la caméra au cinéma où il est proscrit, et on se rappelle de la nouvelle vague Godard qui, dans À bout de souffle, où Belmondo se retourne et parle à la caméra, donc c'est-à-dire parle au spectateur. Et donc, c'est vrai que dans les fictions, c'était un petit peu proscrit, ce regard à la caméra. Enfin, cette identification à la caméra. Les personnages ne devaient parler qu'à d'autres personnages qui se trouvaient dans le hors-champ. Et là, justement, avec Love Story, avec la présence du confessionnal ou justement de la confession comme thématique principale, cette façon de s'adresser effectivement à la caméra et donc au public a infusé dans les séries. Précisément dans House of Cards, dans la première saison, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le personnage joué d'Underwood se tourne à un moment donné à des moments clés de la narration et parle justement aux spectateurs. Alors avant, on utilisait peut-être une voix off ou pour qualifier la voix intérieure. Là, maintenant, il y a véritablement, je dirais, cette interpellation directe aux spectateurs qui me semble être un régime de communication qui est hérité de la télé-réalité et du confessionnal. Il y a beaucoup de séries qui ont utilisé ce regard caméra. Je pense à Modern Family, je pense aussi à Fleabag, autre série britannique géniale que je vous recommande. Est-ce que ça pose pas aussi la question de l'individualisme ? Je m'entends, c'est-à-dire que est-ce que la télé-réalité n'a pas exacerbé aussi cet individualisme qu'on retrouve finalement dans l'écriture des séries ? Alors, je ne sais pas si c'est la télé-réalité, parce que quand on travaille sur les médias, on ne sait pas finalement si le média précède la société ou si c'est la société qui précède le média. Oui. Vaste question. Voilà, dans le jeu des représentations, je pense que c'est un rapport effectivement compliqué. Mais il y a peut-être eu une tendance dans la société dont effectivement la télé-réalité s'est emparée, c'est cette forme d'individualisme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette forme d'individualisme, elle va à l'encontre justement des formes de solidarité collective, puisque souvent, dans la télé-réalité, se met en place des systèmes d'élimination. Donc on élimine une personne en particulier qui entraînerait la chute du groupe. Bon, c'est ce qui se passe avec Koh-Lanta, par exemple. Donc je pense que les formats de divertissement de type réalité ont saisi ce qui se passait comme dans l'air du temps et ont transformé ça par des dispositifs particuliers. Alors, on vient d'évoquer les parodies, les satires, et puis il y a aussi ce que j'appelle l'effet Inception, c'est-à-dire que c'est la télé dans la télé. Quand les héros d'une série incarnent un rôle d'acteur, voire incarne un acteur lui-même invité dans une émission de télé, je ne sais pas si vous me suivez, exemple dans Friends, avec Joey qui est invité dans le jeu Pyramide. Salut et bienvenue dans un Pyramide qui aujourd'hui prend des allures de feuilleton télé. Mais tout d'abord, notre premier concurrent, c'est Lester, spécialiste en informatique associé à un des comédiens des jours de notre vie, l'acteur Joey Tribbiani. Et à côté, nous trouvons Henrietta Thierry. Je sais que ça peut être un peu intimidant pour quelqu'un comme vous d'être près d'une célébrité, mais pas de panique, je suis comme vous. Si ce n'est un peu plus classe et un peu plus riche. Et Henrietta sera associée à l'une des comédiennes de General Hospital, Leslie Charlson. Alors, soyez les bienvenus et bonne chance à vous tous. Et commençons la partie. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais au fond, on s'aperçoit que la télé et le milieu de la télé deviennent une sorte d'environnement professionnel, un peu comme les autres, au fil des séries. Ou est-ce que ça permet de faire croire aux téléspectateurs qu'ils vont découvrir les coulisses, ce qui n'est jamais réellement le cas, en fait? Mais je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais. Parce que c'est intéressant de voir justement ce qu'a permis l'arrivée de la télé-réalité, de Love Story notamment dans le paysage audiovisuel français, c'est que les candidats remerciaient une profession qui était inconnue de la part du grand public, qui étaient les producteurs. Souvent, dans la première saison, vous aviez des remerciements, donc je remercie les producteurs pour m'avoir fait vivre cette expérience. Cette profession-là a une plus grande visibilité dans l'espace public, et donc il y a une meilleure connaissance, effectivement, des mécaniques de production aussi, de la chaîne de fabrication d'une émission, mais évidemment,
c'est aussi très maîtrisé. Tous les secrets ne sont pas révélés. Il y a une scène dans le premier épisode de la série This Is Us qui m'a marquée. La série suit la vie de triplés, 2 garçons et une fille, en parallèle celle de leurs parents. La narration est construite à partir de flashbacks, c'est vraiment extrêmement bien fait et extrêmement bien écrit. Kevin, un des fils, est acteur dans une sitcom et cette carrière ne le rend pas heureux. Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a ? Désolé d'avoir interrompu le tournage, j'aimerais faire le point sur la profondeur de mon rôle. Est-ce que tu crois sérieusement que mon personnage pense qu'un homme peut allaiter un bébé ? Parce que si c'est un neuneu, je dois jouer autrement. Kevin, je te comprends. Tu défends ton rôle. Ah ouais, c'est normal. Mais n'oublie pas que tu es un acteur qui a 30 ans, je ne sais plus combien, et que tu n'as joué que dans 3 épisodes de Nashville. Alors, soit tu dis ton texte, soit tu changes de boulot. D'un claquement de doigts, je pourrais très bien te faire remplacer par Ryan Gosling, Ryan Phillippe ou par n'importe quel autre Ryan avant même que tu sortes de ce studio. Et je préférerais parce que les audiences seraient bien meilleures. Ryan Gosling ne ferait pas cette daube. T'as raison. Ryan Gosling n'aurait jamais accepté cette daube. This Is Us, série en 4 saisons, la 5e est en cours de tournage. Marie-France Chambahouillon, comment les séries télé peuvent produire un discours critique sur l'objet qui leur permet d'exister ? C'est problématique, effectivement. Ouais. La série, il ne faut pas oublier, c'est du divertissement. Donc il ne faut pas oublier, on ne va pas forcément la transformer en message militant. Et puis en même temps, on ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assis, que les professionnels sont assis. Mais alors ce qui est intéressant ici pour La Flamme précisément, c'est que c'est fait par Canal+. Oui. Canal+, on peut pas dire qu'ils ont une ligne éditoriale qui ont mis à l'antenne ou des dispositifs de télé-réalité. Donc je pense qu'ils ont aussi une certaine légitimité en termes de création, en termes de fiction, mais aussi en termes d'humour. On pense au fameux esprit Canal, voilà. Donc c'est pas pour rien qu'ils ont accepté de participer à la création de cette fiction, me semble-t-il, parce que ça correspond bien à leur image, à leur identité médiatique, et ça ne va pas en l'encontre justement de leur propre programmation. Alors, sauf que je suis d'accord avec vous, à un détail près, c'est que maintenant c'est dans un groupe Vivendi qui détient aussi C8, qui est une grosse productrice de divertissement. C'est sûr. Mais est-ce que les acteurs de La Flamme vont venir faire la promotion d'En touche pas à mon poste de la série ? Je peux pas vous le dire. Eh bien ça, on verra, effectivement. Non, mais est-ce que c'est intéressant en même temps ? Ça veut dire que s'ils arrivent à le faire, peut-être que ce regard-là aussi sur la télé est en train de changer au sein même du diffuseur. Mais je pense également que c'est possible dans les fictions, parce que les fictions, comme je vous le disais auparavant, c'est quand même des unités homogènes de discours. Ce sont des œuvres, donc ça peut circuler en dehors des supports et des médias originaux, en quelque sorte, qui les ont créés. Bien sûr. Le discours critique, par exemple, d'une rédaction est plutôt lié, attaché à une chaîne. Donc c'est pas tout à fait le même rapport. Je pourrais le dire en termes un peu plus scientifiques, à l'énonciateur médiatique, en quelque sorte. Alors, pour parler justement de Canal+, c'est sur le site de Canal+, MyCanal, il y a une série qui me fait hurler de rire. Elle parodie aussi la télé, mais alors avec un ton encore plus sarcastique que d'habitude. Ça s'appelle Importantissime et c'est signé Chris Esquer. Bon, j'ai quelque chose d'important à vous dire. De toute façon, quand je vous dis quelque chose, par définition, c'est important. Bah tiens, c'est quoi à votre avis ? Je suis joueur ce matin. On a fait un record d'audience ? Non. On change de chaîne ? Non. Pourquoi tu dis ça ? En quoi ce serait une bonne nouvelle ? Non. On va faire un prime time ? Non. Bon, je vous le dis, j'ai été choisi comme égérie pour une marque. Oh. Ouais. C'est pas mal, puisque c'est un produit populaire que tout le monde connaît, c'est du sel régénérant pour la vaisselle. Apparemment, ils souhaitent rehausser l'image de leur produit, donc ils ont pensé à moi. Alors l'agence vient demain matin, j'ai un brief avec eux, je vous raconterai. Voilà. Allez, thé glacé pour tout le monde. Alors moi, je ne peux pas m'en lasser de ces extraits d'Importantissime. Je vous ai vu sourire, Marie-France Chambahouillon. Est-ce que vous connaissez Importantissime ? Alors non, je ne connais pas cette série, mais je connais le personnage de Chris Esquer. Et donc, effectivement, c'est truculent, parce que cette possibilité, cette autodérision qu'il s'applique à lui-même dans cet extrait-là est à l'image, effectivement, de ses interventions médiatiques. Est-ce que parodier la télé, au fond, c'est aussi quand même porter un regard critique sur notre société et sur nous, quelque part ? Oui, c'est tout à fait. C'est aussi se dire que nous sommes des humains qui sont pris certainement dans des choses très compliquées, très complexes, dans des situations anxiogènes, notamment actuellement. Mais on est aussi des sujets qui rient. On doit se moquer de soi-même en priorité. C'est ça qui fait que ça rend la vie plus légère aussi. Donc, je pense que les séries, on parle beaucoup de catharsis fictionnelle. Bon, c'est vrai. Je pense qu'il y a aussi cette fonction-là. Mais moi, je n'oublierai pas qu'une série, c'est une histoire, c'est du divertissement, c'est de la distraction. C'est-à-dire, ça doit nous amener aussi, même si ça nous rappelle notre quotidien, et de façon détournée ou de façon moqueuse, ça doit aussi nous amener vers autre chose.
C'est la sémiologue qui nous dit ça. Donc moi, je suis complètement décomplexée par rapport au plaisir que j'ai à regarder des séries. Je vous remercie beaucoup, Marie-France Chambaouillon. Si vous deviez nous conseiller une seule série, ce serait laquelle, qui est un peu dans cet univers-là? Eh bien, écoutez, moi, je vous conseillerais Dream On. Oui. Qui est une série que j'ai beaucoup regardée quand elle a été diffusée en France, qui nous parle de la télévision. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu. Je ne me souviens absolument pas. Il va falloir que vous me racontiez ça. Dream On, c'est l'histoire d'un éditeur new-yorkais, Martin Tupper, qui a passé toute son enfance devant la télévision. Et il a des déboires amoureux, ça se passe dans le New York des années 90. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, toutes ses pensées les plus intimes vont être illustrées par des contenus audiovisuels qu'il a vus à la télévision. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces contenus qu'il a vus à la télévision, ce sont des films de cinéma. Donc il y a une sorte de palimpseste médiatique. C'est un enfant de la télévision. On le voit, c'est mis en scène dans le générique d'ouverture, où il a passé toute son enfance assis devant le poste de télévision des années 50 jusqu'aux années 80. Mais ce qu'il a vu à la télévision américaine, des œuvres cinématographiques. C'est essentiellement des œuvres cinématographiques. Et on retrouve les extraits des œuvres qu'il voit qui apparaissent à l'écran. Vous m'avez donné très envie de regarder cette série. Moi, je vous recommande aussi Kidding sur Canal+, également sur MyCanal, avec Jim Carrey, qui joue le rôle d'un personnage assez touchant, qui est marionnettiste, un peu à la façon Sesame Street ou Casimir, vous savez, ces gros personnages en marionnette. Et puis, la dépression est là, et le programme va s'en faire ressentir, parce qu'il y a aussi un vieillissement à la fois du public et du programme. C'est assez intéressant, et c'est sur MyCanal. Bertrand Chameroy a aussi une série à vous recommander, un classique où il est beaucoup question de télévision. Oui, je voulais vous parler de cette fabuleuse série sortie en 2007, Mad Men, dont vous entendez le générique, qui est aussi sublime musicalement que graphiquement. Alors je suis pas très objectif, car c'est ma série préférée de tous les temps, pour 1 milliard de raisons, ce qui me fait un point commun avec Barack Obama, et ça c'est trop la classe. Mad Men, 7 saisons et 90 épisodes pour plonger dans la vie d'une agence de pub new-yorkaise des années 60 au début des années 70. Évidemment, dans cette boîte, époque oblige, tout le monde picole et clope à outrance, à commencer par le personnage principal, Don Draper, directeur créatif dont on découvre au fil des saisons l'évolution professionnelle, mais aussi et surtout la part d'ombre. Et si je vous parle de Mad Men dans cet épisode de Série-Land consacré à la télé, c'est parce qu'elle joue un rôle quasi central dans la série. Et oui, car si dans la première saison, l'agence Sterling Cooper conçoit essentiellement des pubs destinées à de l'affichage, la technologie évoluant et les téléviseurs occupant une place de plus en plus importante dans les foyers américains, ils se retrouvent à imaginer des spots télé. Et nous voilà spectateurs du processus de création des réclames, comme on disait dans le temps, de l'idée au tournage en passant par les contraintes budgétaires. Comme ici, dans la saison 2, brainstorming entre Don Draper et son assistante, la créative Peggy Olson, autour d'une publicité pour une version régime de Pepsi. Oui, déjà à l'époque, un spot s'inspirant du film Bye Bye Birdie. Salle a terminé les storyboards. Qu'est-ce que c'est? Passio, la boisson de régime de Pepsi. Ouais. Très bon nom. Pourquoi pas jardin d'hiver aussi? C'est du chinois. On doit refaire le plan séquence du début de Bye Bye Birdie. J'ai pas vu le film. La fille ressemblerait à Anne-Margaret. S'ils veulent. Vous l'avez pas vu alors? Je croyais que vous voyiez tout. Bye bye birdie, yes I'll always care. Et pour la petite histoire, sachez que de la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas, puisqu'en 2017, la marque de ketchup Heinz a utilisé dans la vraie vie une campagne imaginée par l'agence fictive de Mad Men. La télé, un élément très important dans la vie du personnage principal, Don Draper, qui l'ouvre très souvent, les jours de spleen, les soirs de déprime, pour se changer les idées devant des séries ou des dessins animés, toujours évidemment un verre de bourbon à la main. Télé qui, dans la saison 6, s'immisce même dans sa vie amoureuse, non sans heurts, puisque sa nouvelle femme Megan concrétise ses rêves de comédie en devenant actrice d'un soap-opéra, série dont, là encore, la série nous dévoile les coulisses des tournages avec une délicieuse mise en abîme. Et je le disais, Mad Men est une plongée au cœur des années 60-70 et son créateur, Matthew Weiner, ultra pointilleux, a souhaité que cette photographie soit aussi fidèle que possible à la réalité. Il a notamment retiré du décor des fruits qui, d'après lui, étaient trop gros et trop luisants par rapport à ceux en vente dans les 60s. Souci de réalisme toujours, l'intrigue de ces 7 saisons est rythmée par des vrais faits d'actualité, la crise des missiles de Cuba, les émeutes raciales, la mort de Marilyn Monroe.
Des événements marquants que tous les personnages découvrent évidemment devant leur télé, comme ici, lorsqu'ils apprennent avec effroi l'assassinat de Kennedy. Croisement entre fiction et réalité, les personnages de la série réagissent à une archive réelle, l'un des premiers breaking news de l'histoire de la télé. Ici Walter Cronkite en direct de notre salle de rédaction. Donc, comme vous le savez peut-être, le président Kennedy vient d'être victime d'une tentative d'assassinat. Il a été blessé dans la voiture qui le conduisait de l'aéroport au centre-ville de Dallas. Le gouverneur Connolly a lui aussi été blessé. Les deux hommes ont été emmenés d'urgence à l'hôpital. Mais vous ne regardez pas. Quelqu'un a tiré sur le président. Quoi? La capote de la voiture présidentielle était ouverte. Les gardes du corps ont sorti leurs armes, mais c'était trop tard. C'est pas vrai. Le président s'était déjà effondré à l'arrière de la voiture. Le gouverneur Connolly a été grièvement blessé lui aussi. Il est d'abord tombé sur la gauche avant de s'écrouler entre les sièges. C'est affreux. Ils l'ont tué. Qu'est-ce qui se passe ici? La télé, lien social, 20 juillet 1969, le monde entier a les yeux rivés sur l'écran pour assister à un événement. Et quel événement! Le premier pas sur la Lune. Les personnages de Mad Men, eux aussi, découvrent en direct cette séquence historique qui alimentera les discussions le lendemain au bureau. Armstrong marche sur la Lune. Neil Armstrong, un Américain de 38 ans, se tient à la surface de la Lune en ce 20 juillet 1969. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Bravo! Alors je pourrais vous parler de Mad Men pendant des heures, je vous invite vraiment très chaudement à regarder cette série, elle est disponible en intégralité sur Amazon Prime Video. Mad Men ne ressemble pas aux autres séries, il n'y a pas forcément de suspense ou de gros rebondissements, mais on prend énormément de plaisir, un plaisir qui se situe ailleurs. On prend le temps de découvrir la psychologie des personnages, le rythme est lent, il y a un vrai sens de l'esthétisme qui est génial, la BO est formidable, je suis fan et vous le serez sûrement aussi, regardez cette série. Bertrand, j'ai bien compris que vous aimez Mad Men, il n'y a aucun doute là-dessus, mais est-ce que vous avez aimé La Flamme ? Alors j'ai adoré La Flamme, j'ai adoré La Flamme pour plusieurs raisons. Déjà le casting, Jonathan Cohen, je lui voue une passion depuis des années. Il y a Vincent de Dienne, le casting est vraiment formidable, que ce soit l'animateur, le faux bachelor, donc Jonathan Cohen et les prétendantes. Et ce qui m'a frappé, c'est que je m'attendais à regarder ça comme une série humoristique, à me marrer en regardant, ce qui est tout à fait le cas. Mais les codes de télé-réalité d'émissions type Le Bachelor qui sont repris dans la série sont tellement fidèles à la réalité qu'ils ont vraiment construit la série comme une saison télé avec un rebondissement par épisode, des suspens à la fin. Et au final, je me suis retrouvé à regarder ça comme je regarderais Le Bachelor, une vraie émission de télé-réalité. Mais c'est une série, il faut qu'on le répète. Voilà, une parodie d'émission de télé-réalité, mais une série. Ça s'appelle La Flamme et c'est à voir sur Canal+. Voilà, c'était Bertrand Chameroy, agent conseil de Seriland. Merci beaucoup Marie-France Chambaouillon de nous avoir accompagnés et éclairés sur toutes ces questions de télé-réalité et de séries. Dans cet épisode de Seriland, il fut donc question de La Flamme, à voir sur Canal+ série. La série Siberia, elle, est disponible sur YouTube. Les épisodes de Friends sont à revoir sur Netflix. Et les 4 saisons de This Is Us sont disponibles en VOD et Importantissime est à retrouver sur mycanal.fr. À propos de La Flamme, sachez que la série fera l'ouverture du festival Cannes Série. Du 9 au 14 octobre, à Cannes, au Palais des Festivals, sont programmées projections publiques et rencontres avec ceux qui font les séries et les aiment. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'un de nos héros. Je ne pouvais pas ne pas finir avec les mots de Marc, alias Jonathan Cohen. Les gens se rendent pas compte de la pression que t'as sur la gueule quand tu fais cette émission. C'est normal, hein? Ouais, c'est clair. Et ils peuvent pas se rendre compte qu'on a une pression de taré, c'est de la face cachée de l'iceberg. Voilà. C'est pour ça qu'il a coulé le Titanic. Ouais, c'est vrai. Dans le prochain épisode de Seriland, vous pourrez entendre notre grand entretien avec la comédienne et auteure Camille Chamou. Elle incarne une des prétendantes au Bachelor dans la série La Flamme. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par ma fée Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses et en plateau par Clémence Olivier et Bertrand Chameroy. Si cet épisode vous a plu, écoutez le suivant qui arrive très vite, mais surtout parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, de vos séries préférées. Je vous attends notamment sur le groupe Facebook de Seriland. Mais attention, vous le savez désormais, dans Seriland, il y a une règle, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.